Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer Africa Today pour vous informer. Bienvenue dans ce 20h. À qui appartient le Front National de la Défense des Droits des Citoyens? En tout cas, c'est la question qui brûle les lèvres des populations et des acteurs politiques et de la société civile guinéenne. À moins d'une semaine de déclarations de suite par différents groupes, tous réclamant du même front. Plus de détails avec Moussa Sefa Kamara. Les acteurs politiques et de la société civile réunis autour du Front National de la Défense des Citoyens qui avait pour objectif comment empêcher les élus du peuple à voter contre l'article 2 et 9 issu du dialogue interguinéen dans un désaccord total. À date, ces deux groupes s'attaquent par médias interposés et des déclarations d'exclusion des membres de part et d'autre. Cette structure, conformément à sa charte, n'a aucune vocation politique selon ses membres. Qu'est-ce qui serait alors à l'origine de cette divergence? Les invectives, agissements, propos belliqueux, menaces et violences physiques et verbales qui ont ponctué la dernière Assemblée générale du Front ne sont pas de nature à créer le climat de sérénité nécessaire pour la poursuite de la noble mission que le Front s'est assignée. En prenant compte de la résolution de la dernière Assemblée générale du Front National de Défense des Droits des Citoyens qui date du 14 janvier dernier, les membres décident ce qui suit. Qui a décidé de l'exclusion de M. Abdoulaye Kourouma, président du RRD, et Dr Ibrahima Sori Diallo, président de ADC BOK, pour le non-respect des résolutions de la plénière et pour conduite inappropriée pour la gestion d'une organisation collégiale. Ces deux entités, jusque-là ensemble pour la défense des intérêts des citoyens, sont aujourd'hui diamétralement opposées dans la gestion de la structure. Alors à qui profitent ces guéguerres entre ces deux fronts? Les ministres de l'enseignement préuniversitaire et de la formation professionnelle ont décidé d'envoyer les élèves en congé pour 12 jours. Selon eux, cette mesure use à permettre aux enseignants nouvellement affectés de rejoindre leur poste. Une décision qui n'est pas appréciée par le CNOCS, Conseil national des organisations de la société civile, d'autant que l'école guinéenne présente d'énormes difficultés qui entravent la formation des élèves. Le décryptage avec Oumar Sow. Depuis le 2 février dernier, les élèves guinéens sont en congé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision des responsables de l'éducation préuniversitaire et professionnelle permettra aux nouveaux fonctionnaires recrutés de regagner leur lieu d'affectation selon Dr Ibrahima Kourouma. Pour éviter que, par exemple, à Conakry, que les nouveaux enseignants soient présents et qu'à Yomou, à là où les enseignants arrivent en retard, nous avons souhaité donner un congé de 12 jours pour que tous les enseignants nouvellement affectés, non seulement puissent rejoindre leur poste et académiquement soient prêts pour que les cours se donnent de façon correcte sur l'ensemble du pays. Le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne désapprouve cette démarche des autorités en charge de l'éducation, d'autant que ces congés interviennent à un moment où des établissements d'enseignement public enregistrent des remous qui atteignent même les écoles privées. Ces congés sont parvenus à un moment en tant que parent d'élève, je me suis interrogé, j'étais même obligé de renvoyer mon enfant à l'école parce que c'est tombé comme un cheveu dans la soupe. Donc je ne m'attendais pas du tout parce que c'est pas des périodes traditionnelles de congés. Parler du déplacement des nouveaux enseignants vers leur lieu d'affectation, c'est normal, mais avant le recrutement, l'école fonctionnait normalement, donc on ne peut pas arrêter les cours subitement pour dire que des enseignants vont rejoindre leur lieu d'affectation. Une situation qui intervient à un moment où une grève est déclenchée par l'unité d'action syndicale, mais aussi des mouvements de revendication des enseignants non pris en charge. Pour beaucoup, cette décision n'est qu'un prétexte. Sur la question, le ministre Kourouma apporte des explications. Notre objectif, c'est pas faire obstacle à un mouvement quelconque. On n'est pas dans une situation où nous faisons des congés parce qu'il y a un mouvement de grève ou il y a une situation. Non. Notre souci, c'est que le souci du président de la République, c'est de faire en sorte que tous ces enseignants qui sont recrutés soient effectivement à leur lieu de travail. Donc notre objectif aujourd'hui est de faire en sorte que les dispositions, ne serait-ce qu'en matière de temps, soient mises en place pour que les enseignants nouvellement affectés puissent rejoindre leur poste. Ça n'a rien à voir, peut-être une coïncidence, mais ce n'est pas lié à une action quelconque. D'après les chiffres d'affectation, sur les 5000 nouveaux enseignants recrutés au compte de l'éducation, les 90% sont affectés hors Conakry. Une manière pour les départements de l'éducation de combler le déficit d'enseignants qui se pose notamment à l'intérieur du pays.
Enterrons nos haches de guerre et travaillons pour notre pays. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le DG du CRHU de Ignace Dine au premier responsable de la radio Lynx FM. Aboubakr était venu s'entretenir avec Dr Mohamed Awada sur l'interpellation de la journaliste Mariam Kouyaté de Lynx FM. Au sortir de ce tête-à-tête, le DG du dit média s'est dit satisfait de la rencontre. Alcine Diallo nous fait le point. Fini la guerre entre la radio Lynx FM et le premier responsable de l'hôpital Ignace Dine. Ce samedi, Dr Mohamed Awada a reçu le directeur général et le rédacteur en chef de la dite radio. Pour Aboubakr, cette arrestation de sa journaliste le mercredi dernier n'était qu'une discorde. On est venu rencontrer justement le Dr Awada qui nous a reçus, qui nous a expliqué comment la situation, cet incident malheureux avec Mariam Kouyaté est arrivé. Et un homme responsable, il a situé des responsabilités. Et je dirais ici que l'entretien qu'on a eu avec lui nous a amené à comprendre que prochainement l'incident qui est arrivé ne surviendra plus à l'hôpital Ignace Dine. Il y a eu incompréhension de part et d'autre, peut-être même des excès de gel de la part de certains qui outrepassent. Et sur la conduite de la journaliste à la direction nationale de la police judiciaire, le directeur général du CHU d'Ignace Dine dit ne pas être au courant. Monsieur Awada nous a dit ici publiquement qu'il ne savait pas que Mariam a été conduite à la DPJ. Donc il a, un ami des médias, demandé qu'on enterre la hache de guerre et que c'était un incident malheureux qui, nous espérons, ne se reproduira plus. Pour Dr Mohamed Awada, les journalistes sont ses amis et en aucun cas il ne partira en conflit avec les hommes de médias. Je pense que dans la vie des hommes et des peuples, il y a une phrase que j'aime souvent répéter. Au préalable, tous les êtres humains, nous sommes inscrits dans une école d'une vie éphémère, où seule la grâce de Dieu peut nous sauver. Je ne vais pas entamer une politique avec la presse. Chacun joue son rôle pour le développement de ce pays. Je dirais tout simplement, il vaut mieux l'amitié des hommes que leur haine. Enterrons nos haches de guerre et travaillons pour notre pays. Cette rencontre d'échange entre le directeur général de la radio Lynx FM et celui de l'hôpital Ignace Dine a également permis de faire une visite des locaux de cette infrastructure sanitaire. Santé à présent dans cette édition, la lutte contre le cancer à l'honneur de cette journée du 4 février 2017. Comme tous les ans d'ailleurs, les États du monde se dressent une nouvelle fois pour informer et sensibiliser les uns et les autres sur les modes de prévention, de détection et de traitement de cette maladie. Un mot sur cette journée avec Salou Yombono. Le cancer constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. C'est ce que nous laissent croire en tout cas les experts de santé. L'OMS précise qu'entre 2005 et 2015, la maladie a fait près de 80 millions de victimes. Des chiffres qui pourraient être vus à la hausse si des mesures ne sont pas prises. Depuis quelques années, les États du monde se dressent contre cette pathologie. La journée du 4 février a été instituée dans ce sens pour permettre aux autorités des différents pays d'informer les populations sur les manières de prévenir et de traiter le cancer. Cette année, c'est sous le thème « Nous pouvons, je peux » que cette journée a été commémorée, comme pour dire que le cancer est une question de santé publique. En dehors donc des efforts personnels, une synergie d'action est plus que jamais nécessaire pour arriver à bout de cette maladie qui touche toutes les couches d'âge. Ce thème est aussi un appel aux décideurs du monde d'user des législations dans le cadre de la réduction de l'impact du cancer sur les individus, les familles et les communautés. Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'une de ces caractéristiques est la prolifération rapide des cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes, formant ce que l'on appelle des métastases. De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque comme le tabagisme.
Un nombre important peut être aussi soigné grâce à la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, surtout s'ils sont détectés très tôt. Comment faire face à l'insalubrité dans la capitale guinéenne? Cette question est toujours d'actualité à Conakry. Pour y apporter leur pierre, les membres d'une association volontaire se mobilisent une fois les week-ends pour assainir les lieux publics. La structure a ciblé ce samedi les alentours du rond-point de Moussouddougou dans la commune de Batam. Notre reporter Salim Kondé a suivi leur activité. Voilà son reportage. Râteau et Daba en main, cache-nez porté, une seule mission anime le collectif Conakry saine et propre. Ce samedi, ils ont débarrassé les alentours du rond-point de Moussouddougou des ordures de toutes sortes. Une action démarrée depuis septembre 2016. Nous, ce qu'on peut faire, c'est désherber, nettoyer et tout, mais c'est aux autorités derrière de prendre, des actions pour que ici aussi ce soit aussi beau que de l'autre côté. Parce que regardez, finalement, c'est un bel espace qui peut être utilisé. Conakry doit être propre pour présenter le visage d'une vraie capitale, a lancé récemment le président de la République. Et cette invite semble tomber dans des bonnes oreilles car le collectif Conakry saine et propre s'est dit prêt à l'accompagner. Avec le collectif Conakry saine et propre, on dit tous les samedis on est prêt à sortir. Donc si le président veut, il peut dire vraiment toute la Guinée, sortons tous les samedis, peut-être que ce sera plus propre. Mais aussi après le nettoyage, il faut qu'il y ait des systèmes derrière qui puissent permettre de maintenir la propreté, les poubelles, les systèmes de transformation des déchets. Donc voilà, c'est une longue chaîne. Nous, on peut rendre propre, mais qu'est-ce qui nous garantit que dans 2 semaines, ce ne sera pas encore aussi sale que maintenant? Selon les responsables de cette association citoyenne, ils sont souvent confrontés à des difficultés d'ordre logistique pour débarrasser des endroits publics des ordures. Occasion pour eux de solliciter l'aide des citoyens de bonne volonté. L'enquête avance après l'attaque de cet homme contre les militaires près du carrousel du Nord à Paris. Le suspect pourrait être un Égyptien de 29 ans, arrivé il y a une semaine sur le sol français avec un visa touristique. Reste à savoir s'il s'agit d'un seul ou non. Son père en Égypte démente en tout cas la volonté terroriste. Regardez. Un jeune homme cravaté et souriant, c'est l'image d'Abdallah El Hamami, suspecté d'être l'auteur de l'agression des 4 militaires au carrousel du Louvre. Hier soir, le procureur de Paris a précisé comment l'assaillant s'en était pris aux soldats, juste avant le point de contrôle des sacs. Il était porteur d'un sac à dos, vêtu d'un t-shirt noir avec une tête de mort, armé d'une machette dans chaque main, bras levés et plié derrière la tête. Apercevant les militaires, il s'est précipité sur eux en criant « Allahu Akbar ». Hier, les enquêteurs ont mené une perquisition dans cet immeuble parisien où le jeune homme avait séjourné. Son identité n'est pas encore formellement confirmée, mais il pourrait s'agir d'un Égyptien de 29 ans, entré légalement en France le 26 janvier. Et les éléments découverts dans la pièce qu'il occupait ne laissent guère de doute. 2 étuis correspondant aux 2 machettes utilisées par l'assaillant, la facture d'achat des 2 machettes, un pull correspondant en tout point à celui porté le jour de l'achat des 2 machettes. Des armes blanches qu'il se serait procurées dans cette armurerie parisienne, mais il n'était pas connu pour des délits commis sur le sol français. Le jeune homme venait d'arriver de Dubaï et les enquêteurs s'interrogent sur une série de tweets postés sur un compte à son nom, juste avant l'attaque, faisant référence au groupe État islamique. Pas de négociation, pas de marchandage, pas de flatterie, guerre sans répit. Un compte Twitter désormais suspendu. Le jeune homme est toujours hospitalisé à l'hôpital Pompidou à Paris, où son pronostic vital n'est plus engagé. On reste avec l'actualité française, avec les suites de l'affaire Fillon. Le candidat de la droite est sous pression. Dans son propre camp, certains l'appellent à se retirer après les révélations du caméra généré sur les emplois présumés fictifs de son épouse. Un sondage le donne même perdant dès le premier tour hier soir. Mais pour le moment, l'ex-premier ministre ne veut pas entendre parler. Il a décidé de contre-attaquer, parlant encore une fois de chasse à l'homme. Suivez. Au QG de François Fillon, on prépare la contre-offensive. 4 millions de tracts imprimés à la hâte et intitulés « Stop à la chasse à l'homme » seront distribués tout le week-end. François Fillon est décidé à mener sa campagne coûte que coûte et il le fait savoir dans cette vidéo postée sur son site internet. C'est à vous qui êtes le cœur battant. Je vais me battre de toutes mes forces. Je tiendrai bon
face à ceux qui, dans l'ombre, tentent de m'atteindre. Alors que les rumeurs d'un possible renoncement se multiplient, pour l'instant, aucun ténor du parti n'a publiquement lâché le candidat. Sur Twitter, Gérard Larcher a fermement démenti vouloir abandonner François Fillon. Mais les rangs de la majorité commencent à se fissurer et les défections s'enchaînent. Le député UDI Thierry Benoît demande à François Fillon de se désister au profit d'Alain Juppé, tout comme Philippe Gosselin. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est le député du Rhône, Georges Fenech, qui publiait cette pétition contre l'ancien Premier ministre. Mais c'est sur le terrain, dans leur circonscription, que les élus de droite sont en difficulté. Il a menti. Pour vous, il a menti. Et ce week-end pourrait bien apporter son lot de nouvelles défections. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer et selon l'OMS, la maladie risque d'exploser d'ici une vingtaine d'années. Pour y faire face, la prévention et le dépistage voient à développer en priorité. Regardez. Les chiffres ne mentent pas. 8,8 millions de morts par an dues au cancer. Chaque année, 14 millions de nouveaux cas sont détectés dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre devrait bondir de 70% au cours des 20 prochaines années. Le cancer ne doit plus être une condamnation à mort. Nous savons ce qui doit être fait en termes de prévention. Le tabac, l'alcool, les régimes alimentaires, la pollution atmosphérique, ce sont des facteurs de risque importants qui sont identifiés. L'OMS préconise d'améliorer la sensibilisation de la population au dépistage. Plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus la médecine a de chances d'équilibrer le combat contre la maladie. Mais que l'on vive au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, l'égalité des chances n'est pas la même. Aujourd'hui, 2/3 des nouveaux cas surviennent en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Moins de 30% des pays à revenus faibles, services de diagnostic et de prise en charge accessibles. Les services de santé doivent donc être renforcés et mieux dotés en termes d'infrastructures. Si les gens ont plus conscience des symptômes du cancer, ils seront en mesure de venir vers nous. Nous devons veiller à ce que les centres de santé soient équipés en termes de personnel qualifié et d'accès aux médicaments qui malheureusement sont trop souvent coûteux. Diagnostic, prise en charge, baisse des coûts, infrastructures, voilà les enjeux à venir. L'amélioration des traitements devrait permettre à 3 personnes sur 4 de survivre au cancer d'ici une vingtaine d'années. Une statistique porteuse d'espoir. C'est une manifestation qui devient mondiale contre Donald Trump. Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, ces manifestants dénoncent le décret anti-immigration du président américain, décret qui vise 7 pays musulmans. D'autres mobilisations aussi à Londres, Bernard à Paris aujourd'hui et sur le sol américain. La résistance est là. James Robat, le juge fédéral de Seattle, a décidé de bloquer ce décret. C'est temporaire. En tout cas, la Maison-Blanche ne compte pas en rester là. Suivez. Une partie de la justice américaine a engagé un bras de fer contre Donald Trump et son décret anti-immigration qui cible 7 pays à majorité musulmane. Un juge fédéral de Seattle, James Robat, a réussi à bloquer temporairement ce décret sur l'ensemble du territoire américain. Tout le monde ne va pas apprécier ces décisions. Je suis certain que le président ne l'aimera pas. Mais c'est son travail, sa responsabilité et son devoir en tant que président de l'honorer. Et je veillerai à ce qu'il le fasse. Plusieurs autres juges fédéraux ont également statué contre ce décret, notamment en Californie et dans l'État de New York. Le ministre de la Justice de l'État de Washington a lui porté plainte lundi pour tenter de l'invalider, au motif qu'il bafoue les droits constitutionnels des immigrés et qu'il vise particulièrement les musulmans. C'est une décision historique très importante pour notre droit, pour les habitants de l'État de Washington et de tout le pays. Je le dis depuis le début, ce n'est pas la voix la plus forte qui prévaut dans un tribunal, c'est la Constitution. C'est ce que nous dit le juge Robat aujourd'hui. La réponse de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Justice entend déposer une injonction d'urgence pour annuler la décision du juge Robat. En vertu de ce décret, plusieurs dizaines de personnes résidant légalement dans le pays ont été interpellées le week-end dernier et des centaines d'autres n'ont pas été autorisées à embarquer sur des vols à destination des États-Unis. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition d'information. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.